Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir de Télé Liban. Le monde catholique est en deuil. Le pape François s'est éteint ce lundi matin à l'âge de 88 ans. Le Vatican a confirmé son décès dans un communiqué lu par le cardinal Kevin Farrell depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Le souverain pontife avait été hospitalisé durant 38 jours pour une grave pneumonie. Il n'a pas survécu à cette rechute. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il est revenu à la maison du Père, a déclaré le cardinal Farrell d'une voix émue. Toute sa vie a été dédiée au service du Seigneur et des plus pauvres. Le pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, était le premier pape venu d'Amérique latine. Élu en 2013, il avait marqué l'Église par ses positions progressistes, son humilité et ses appels constants à la solidarité, la paix et l'accueil des migrants. Très affaibli ces derniers jours, il avait tout de même tenu à apparaître en public dimanche pour les célébrations de Pâques. En pape mobile, il avait traversé la place Saint-Pierre, saluant la foule une dernière fois. Trop faible pour lire son message pascal, il avait confié la lecture à un collaborateur, se contentant de quelques mots, le souffle court. Delle cerimonie, di leggere il messaggio. Depuis l'annonce de sa mort à 7h35 ce matin, les hommages affluent du monde entier. Les cloches des cathédrales sonnent, les drapeaux sont en berne et les regards se tournent déjà vers le conclave à venir. Le pape François laisse derrière lui un héritage spirituel fort et un message universel d'amour, de tolérance et d'humilité. François, un pape venu du bout du monde, réformiste, proche des plus humbles, parfois dérangeant. Le premier souverain pontife argentin de l'histoire s'est éteint ce lundi à l'âge de 88 ans. Retour sur le parcours hors norme d'un pape qui voulait une église pauvre pour les pauvres. Élu en 2013, Jorge Mario Bergoglio a surpris dès ses premiers mots. Jésuite, franc-parleur et profondément humain. Il a voulu mettre l'Église au service des laissés pour compte, comme je voudrais une Église pauvre pour les pauvres, déclarait-il. Son style détonne à Rome. Il renonce aux heures du palais apostolique, préfère un simple appartement, invite des sans domicile fixe à sa table. Il dénonce la fossilisation mentale de la curie, critique les marchands d'armes et fustige les dirigeants populistes. Son message d'accueil et de miséricorde a conquis les fidèles. Mais il a aussi heurté les conservateurs, notamment par son ouverture aux divorcés remariés et aux couples homosexuels. Ses gestes de compassion, mais sans rupture réelle avec la doctrine, François reste farouchement opposé à l'avortement, au mariage homosexuel et refuse l'ordination des femmes. Né en 1936 à Buenos Aires, diplômé en chimie, il entre chez les jésuites à 22 ans. Ordonné prêtre en 1969, évêque en 1992, cardinal en 2001. Loin des projecteurs, il gravite les échelons dans la discrétion. Un pape des marges, un pasteur de terrain, parfois critiqué, souvent aimé, mais toujours engagé. François, le pape des pauvres, laisse derrière lui un message fort de fraternité, d'humilité et de réforme. Au Liban, l'émotion est immense après l'annonce du décès du pape. Le président de la République, Joseph Aoun, a salué la mémoire d'un ami cher du pays, évoquant une perte qui dépasse les frontières du Vatican. Nous ressentons la perte d'un fervent soutien du Liban et de son identité plurielle, a déclaré le président Aoun dans un communiqué. François, le seul pape venu d'Amérique latine, avait à plusieurs reprises exprimé sa solidarité envers le peuple libanais. Il avait plaidé pour la préservation du modèle de coexistence unique au Liban. Il voyait dans le pays un symbole vivant du dialogue entre les cultures et les religions. Une voix puissante en faveur de la justice et de la paix, a insisté le président Aoun, rappelant les appels répétés du souverain pontife à la communauté internationale pour soutenir un Liban en crise. Pour sa part, le Premier ministre Nawaf Salam a livré un hommage marquant, soulignant la portée universelle du message du pape François. Le Liban perd un fervent partisan et le monde un homme d'amour et de paix, a-t-il écrit sur X,
saluant un défenseur des pauvres, proche du peuple, humble et profondément engagé pour le Liban qu'il rêvait de visiter. Il a estimé que le Liban a perdu un soutien solide, lui qui a défendu la vraie fraternité et la consécration du dialogue interreligieux. Dans les églises du pays, les fidèles prient pour l'âme de celui qui, depuis Rome, n'a cessé d'appeler à la fraternité, un pape qui, au-delà des dogmes, avait fait du Liban l'un des piliers de son message universel. Régional cette fois, nouvelle tension sur le front nucléaire. L'Iran accuse Israël de vouloir saboter les pourparlers en cours avec les États-Unis. Des négociations sensibles qui visent à limiter les activités nucléaires de Téhéran, mais qui se heurtent une fois de plus à un climat d'hostilité croissante. Une coalition se forme pour saper le processus diplomatique, a affirmé le porte-parole iranien Ismail Baghaei. Il pointe directement le régime sioniste, terme employé par l'Iran pour désigner Israël, et accuse Washington d'abriter en son sein des courants bellicistes opposés à tout accord. Le New York Times affirme que Donald Trump aurait récemment dissuadé Israël de mener une frappe contre des sites nucléaires iraniens, préférant miser sur la voie diplomatique. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est catégorique. Israël n'autorisera jamais l'Iran à obtenir l'arme nucléaire. Selon l'AIEA, l'Iran enrichit aujourd'hui son uranium à 60%, un niveau proche des 90% nécessaires à l'arme atomique. Officiellement, Téhéran affirme que ses activités sont à but civil, mais les Occidentaux redoutent une course à l'armement. L'accord de 2015, qui plafonnait l'enrichissement à 3,67%, avait volé en éclats après le retrait américain en 2018. Depuis, les relations restent empoisonnées entre Washington et Téhéran. Mais un mince espoir renaît. Des discussions ont repris le 12 avril sous médiation d'Oman. Malgré les menaces, les accusations et la pression israélienne, l'Iran et les États-Unis semblent vouloir explorer encore une fois le chemin fragile de la diplomatie. 12 personnes ont été tuées et une trentaine blessées à Sanaa, la capitale yéménite, après des frappes attribuées aux États-Unis. Les rebelles Houthis, qui contrôlent la ville depuis 2014, accusent Washington d'avoir visé un marché et un quartier populaire du centre-ville. Ces frappes interviennent dans un contexte de bombardements quasi quotidiens menés par les États-Unis depuis janvier 2024 en réponse aux attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge. Vendredi déjà, une autre frappe sur le port pétrolier de Ras Aïssa, dans la province de Hodeïda, avait fait 80 morts et 150 blessés selon les rebelles, le bilan le plus lourd depuis le début de cette campagne aérienne. Les Houthis affirment agir en soutien à la cause palestinienne, lançant missiles et drones contre le trafic maritime en mer Rouge et le territoire israélien depuis l'escalade du conflit à Gaza en octobre dernier. Résultat, près de 12% du commerce mondial est perturbé, forçant les navires à contourner l'Afrique, faisant grimper les coûts de transport. D'autres raids ont été signalés dans les provinces de Ma'rib, Saada et Hodeïda. Le conflit au Yémen, déjà ravagé par des années de guerre, semble à nouveau s'enliser dans une spirale de violence aux conséquences régionales et mondiales. À Jénine, en Cisjordanie, un nouveau déracinement. 2 mois après le lancement d'une opération militaire israélienne, des centaines de Palestiniens vivent toujours déplacés, entassés dans des studios universitaires transformés en abris de fortune. Reportage. À l'entrée du campus de l'université arabe américaine, le calme est trompeur. Ici, plus de 200 familles palestiniennes ont été déplacées de force après l'intervention de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine le 21 janvier dernier. Mohamed Chalabi, père de famille, a fui avec les siens. Quand les forces spéciales arrivent, elles détruisent tout. On n'avait pas le choix, dit-il. Le quartier universitaire, situé dans une zone reculée, s'est transformé en camp improvisé. Les logements étudiants, désertés depuis la guerre à Gaza, accueillent aujourd'hui des familles entassées, parfois 4 ou 5 dans une seule pièce. On a perdu notre maison, on vit avec 20% de ce qu'on avait déjà avant, se plaint Majed. Pour certains, comme le père de Mohamed, c'est un deuxième exil après la Nakba de 1948. Le traumatisme est profond. L'UNRWA tente d'apporter un soutien,
mais une nouvelle loi israélienne l'empêche de coordonner directement avec l'armée. L'autorité palestinienne, financièrement exsangue, est absente et les ONG sont mobilisées ailleurs. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe ici, soupire un travailleur social. À Jénine, pendant ce temps, les bulldozers poursuivent le ratissage du camp. Le retour à la maison semble pour beaucoup de plus en plus hypothétique. Nouvelle tempête à Washington. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, se retrouve au cœur d'un nouveau scandale de sécurité. Déjà visé par une enquête pour avoir partagé des informations sensibles via la messagerie cryptée Signal, il est désormais accusé d'avoir récidivé, cette fois dans un groupe privé incluant des proches. Le 15 mars dernier, selon le New York Times, Pete Hegseth aurait révélé les horaires précis des frappes américaines contre des cibles Houthis au Yémen. Il aurait partagé ces données non seulement avec un journaliste, mais aussi dans un second groupe Signal où figuraient sa femme, son frère, son avocat et plusieurs membres de son entourage personnel. L'affaire est jugée d'autant plus grave que le Pentagone avait explicitement mis en garde Hegseth contre l'utilisation de canaux non sécurisés. Sa femme, ancienne journaliste de Fox News, ne travaille pas pour le ministère. Quant aux autres membres du groupe, aucun n'aurait eu besoin, selon le New York Times, d'avoir accès à ces informations classées. Si la sécurité nationale ne semble pas avoir été compromise, selon certains officiels, l'incident a déjà provoqué des secousses au sein du Pentagone. 3 hauts responsables du ministère de la Défense, Darin Selnick, Dan Caldwell, Colin Carroll, ont été suspendus cette semaine dans un contexte de fuite interne. Ces derniers dénoncent une mise à pied arbitraire et réclament la transparence sur les motifs réels de leurs sanctions. Alors que les États-Unis poursuivent leur frappe au Yémen, ce nouveau scandale soulève de lourdes questions sur la rigueur et la sécurité au plus haut niveau de la chaîne de commandement militaire américaine. 100 jours de présidence et des secousses. De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas perdu de temps pour faire parler de lui. Entre provocations, annonces fracassantes et prises de position controversées, le président américain imprime un style sans filtre qui fait réagir aux États-Unis comme à l'international. Premier jour de mandat, il affirme que Dieu l'a sauvé d'une tentative d'assassinat, renforçant sa foi et liant désormais bonheur national et religion. Mais la déclaration la plus sidérante concerne la bande de Gaza. Trump rêve d'en faire la Riviera du Moyen-Orient après avoir pris le contrôle du territoire palestinien. Un projet qualifié d'absurde qui a provoqué un tollé international. Sur le commerce, il déclare que des dizaines de pays veulent lécher le cul des États-Unis pour signer des accords douaniers. Une rhétorique brutale assumée. Il attaque frontalement le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de dictateur sans élection, tout en renouant des liens étroits avec la Russie de Vladimir Poutine. L'Europe, elle existerait pour entuber les États-Unis, le Canada, un cher 51e État selon lui, et il promet même de reprendre le canal de Panama. Des ambitions impérialistes assumées. Côté justice, Trump demande la destitution d'un juge et attaque les magistrats qui freinent ses décisions, les traitant d'extrémistes. Enfin, sur le genre, il tranche net, il n'y a que 2 sexes, masculin et féminin, déclare-t-il. Un retour en arrière qui suscite l'indignation. Et alors que la Constitution interdit un 3e mandat, Donald Trump multiplie les allusions, sans jamais vraiment clarifier ses intentions. 100 jours seulement et déjà une présidence hors norme. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Bonne fin de soirée.